Entre-temps, il s'était doté d'une épouse magnifique, d'un grand kleps noir et 8 mois plus tôt d'un petit garçon en pleine santé. La vie suivait son cours normal, si on jugeait normal que ni lui ni sa femme n'aient dormi ou pris un repas tranquillement depuis plus de 6 mois. Jamais de répit avec les enfants. Avec la crime non plus. Il entendait la pluie ruisseler du toit. Putain de nuit pour être tiré du lit. Il avait 2 tenues de rechange dans le coffre de sa voiture de fonction. Par une nuit comme celle-là, ça lui ferait bien une demi-heure. Merde. Il regarda le lit avec nostalgie et regretta que ce n'ait pas été le bébé en fin de compte. Au radar, il piocha dans la commode et commença à s'habiller. Il boutonnait sa chemise quand sa femme se redressa avec un soupir. « C'est grave ?» murmura-t-elle. « Aucune idée, un véhicule abandonné à Bakersville. »« En quoi ça te concerne, chérie ?» La portière conducteur était grande ouverte, le moteur encore en marche et le sac à main posé sur le siège passager. Elle fronça les sourcils. Bizarre. N'est-ce pas? Je déteste les affaires bizarres. Kincaid enfila sa veste, s'approcha de sa femme et lui planta un gros bisou sur la joue. Rendors-toi, chérie. Je t'aime. Mardi, 1h14. Elle ne voit strictement rien. Ses essuie-glaces en mode rapide balaient violemment son pare-brise. Ça ne change rien. La pluie s'abat encore et toujours. La route fait un coude. Elle prend le virage avec un peu de retard et part aussitôt en aquaplaning. Elle a du mal à respirer à présent. Elle hoquette. Pleure-t-elle? Difficile à dire. Mais elle est contente d'être seule dans le noir. Elle lève le pied, regagne prudemment la voie de droite. Il y a des avantages à sortir à cette heure de la nuit. Personne d'autre sur la route ne fera les frais de ses bêtises. Elle sait où elle va, sans jamais se l'avouer. Si elle y réfléchissait, cela deviendrait une décision et mettrait en évidence le fait qu'elle a un problème. Beaucoup plus facile de se surprendre à entrer sur le parking du Toasted Lab Tavern, tout simplement. Une demi-douzaine de véhicules s'éparpillent sur le terrain gravillonné, des pick-up à double cabine pour la plupart. Les accros, se dit-elle. Il faut être accro pour sortir par une nuit pareille. Qu'est-ce qu'elle fout là? Assise dans sa voiture, elle agrippe le volant. Elle sent qu'elle commence à trembler. Sa bouche se remplit de salive. Elle savoure déjà cette première longue gorgée de bière fraîche. Un instant, elle vacille au bord du gouffre. Rentre chez toi, Rénie. Va te coucher, regarde la télé, prends un livre, fais quelque chose, n'importe quoi. Mais pas ça. Elle tremble plus fort, son corps tout entier se convulse, voûté au-dessus du volant. Si elle rentre chez elle, elle s'endormira. Et si elle s'endort? Ne pas monter cet escalier, ne pas ouvrir cette porte, ne pas scruter les ténèbres. Il y a tant d'obscurité en elle. Elle veut être une personne, elle veut être forte, déterminée, raisonnable. Mais la plupart du temps, elle sent l'obscurité progresser dans sa tête. Cela a commencé 4 mois plus tôt, quand les premiers tentacules tintillaient les recoins de son esprit. Aujourd'hui, elle en est dévorée. Elle est tombée dans un abîme et n'aperçoit plus la lumière. Elle entend un bruit. Elle lève la tête. Elle voit une silhouette imposante surgir sous la pluie battante. Elle ne crie pas. Attrape son pistolet. Le cow-boy ivre s'éloigne en titubant, sans savoir à quel point il l'a échappé belle. Rénie repose son Glock sur le siège passager. Elle ne tremble plus. Elle a les yeux exorbités, un visage sinistre. Une sorte de folie froide comme la pierre, ce qui est pire. Bien pire. Elle embraye et repart dans la nuit. Mardi, 3h35. Bakersville, Oregon, est une petite ville côtière du comté de Tillamook, blottie à l'ombre de la chaîne qui la domine. On y trouve à perte de vue des hectares d'exploitation laitière verdoyante, des kilomètres de plages rocheuses et, considérées sous l'angle policier, un problème grandissant de méthamphétamine. Un coin charmant si on aime les bastringues et le fromage. Pas grand-chose d'autre à faire dans le cas contraire, et les gamins de la région en savent quelque chose. Cela n'aurait pas dû prendre 50 minutes à Kincaid pour rejoindre Bakersville, mais par une nuit comme celle-là, avec une visibilité nulle, des cols de montagne glissants et des trompes d'eau, il lui fallut 1h15.
Il s'arrêta sur le site illuminé, le souffle court, déjà envahi par un fâcheux pressentiment. Au rayon des bonnes nouvelles, les premiers intervenants avaient fait leur boulot. 3 projecteurs stratégiquement placés brillaient dans la nuit et leurs puissants faisceaux fendaient le rideau de pluie. Un ruban jaune, zone interdite, délimitait un périmètre de taille convenable, au bord duquel les voitures commençaient à s'agglutiner. Kincaid repéra celle d'un shérif adjoint, celle du shérif, puis un 4x4 noir luisant avec toute la panoplie des accessoires appartenant, supposa-t-il, au procureur du comté. Ils auraient besoin de renforts s'ils décidaient de déclencher des recherches de grande ampleur, et il faudrait que le laboratoire de la police scientifique et l'identité judiciaire analysent la scène, mais ce serait à lui de les contacter. 1h40 après le premier signalement, ils en étaient encore à se poser les questions de base. Se trouvaient-ils ou non devant un crime ? La plupart des contribuables se plaisent sans doute à imaginer que, dans ce genre de situation, la police dégaine la grosse artillerie. Avertissez le labo de criminalistique, convoquez la garde nationale, faites venir les hélicos. D'accord, seulement ces mêmes contribuables passent leur temps à faire des coupes sombres dans le budget de la police d'État, si bien que Kincaid n'avait plus que 3 enquêteurs et demi sous ses ordres, au lieu des 14 du début. Dans la vraie vie, toute décision dans une enquête a un coût chiffré, et Kincaid travaillait en ce moment avec de petits moyens. Il se rangea derrière le monstrueux Chevrolet Tahoe noir et arrêta son moteur. Pas moyen d'y couper. Il ouvrit sa portière et sortit sous le déluge. La pluie le heurta en plein front. Un instant, il s'arrêta, s'armant de courage face à l'agression. Puis ses cheveux furent trempés, l'eau dégoulina sous le col de son imperméable Columbia, et le pire fut derrière lui. Il n'avait plus à craindre de se crotter et de se mouiller. C'était fait. Il rejoignit péniblement le coffre de sa Chevrolet Impala, sortit l'immense mallette en plastique qui contenait son matériel pour scène de crime, et passa sous le ruban jaune. L'agent Blaney accourut, pataugeant dans la boue avec ses bottes d'hanneur noir. Bon chien, il portait toute la tenue imperméable fournie par l'administration, y compris un blouson bleu et noir, avatar de perfecto. Personne n'aimait vraiment ce blouson. Kincaid gardait le sien bien au chaud dans son coffre pour les rares occasions où la presse ou un officier supérieur était dans les parages. De toute évidence, Blaney était dehors depuis un bon moment. Son imperméable paraissait aussi lisse que du verre sous les puissants projecteurs, et à l'abri de son chapeau à large bord, des filets d'eau dégoulinaient sur son visage aux mâchoires carrées et venaient s'égoutter au bout de son nez. Blaney tendit la main. Kincaid fit de même. « Blaney. » Kincaid. Le shérif du comté de Tillamook et un adjoint arrivaient dans le sillage de l'agent. Blaney fit les présentations, tandis que le petit groupe douché par la pluie claquait des dents, les bras collés au corps pour se tenir chaud. L'adjoint Dan Mitchell avait été le premier sur les lieux. Un type jeune, de souche paysanne, mais consciencieux. Il n'avait pas aimé la façon dont les choses se présentaient. La portière ouverte, les phares allumés, le moteur en marche. Ça lui avait paru un peu hollywoodien. Alors il avait appelé le shérif Atkins, qui n'avait pas été ravi d'être tiré du lit par une nuit pareille, mais qui était venu. Ce shérif avait de quoi surprendre. Pour commencer, le shérif était une shérif. « Shelly Atkins, pour vous servir. » Ensuite, elle avait une poignée de main ferme, le regard franc et une tendance manifeste à aller droit au but. « Bon, » lança-t-elle au milieu des explications animées de son adjoint. « Tom, attends !» D'un signe de tête, elle désigna le procureur, dont Kincaid vit alors qu'il avait trouvé refuge dans son 4x4. Nous avons une autorisation de fouille pour la voiture et, sur instruction de votre agent, nous nous sommes assurés qu'il s'agit bien d'un terrain public. Maintenant, je ne sais pas ce qui a pu se passer ici, mais quelqu'un a quitté cette voiture précipitamment et ça ne me dit rien qui vaille. Alors mettons-nous au boulot où il ne nous restera rien d'autre à découvrir qu'une poignée de rapports de police détrempés. Personne ne pouvait aller contre ce raisonnement et leur petit peloton se dirigea donc vers la voiture, s'approchant avec précaution de la portière ouverte. Le véhicule était une Toyota Camry, dernier modèle, extérieur blanc, intérieur en tissu bleu. Une belle voiture, mais rien d'extravagant. Le conducteur s'était bien rangé, s'efforçant consciencieusement de ne pas empiéter sur la chaussée. À gauche de la portière conducteur, la petite route forestière sinueuse. À droite, un talus escarpé conduisant à un bois littéralement noyé sous la pluie. Comme l'agent l'avait signalé au téléphone, la portière conducteur était grande ouverte et son extrémité raclait le bord de l'asphalte. La première pensée de Kincaid fut que la plupart des gens n'ouvrent pas leur portière aussi largement.
Sauf peut-être s'ils ont vraiment de très longues jambes. Ou bien s'ils chargent ou... To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.